Aujourd'hui, j'ai avec moi deux traders particuliers qui sont connus et reconnus sur YouTube que j'ai invités aujourd'hui sur ce podcast. Et je suis également accompagné d'un investisseur long terme. On va parler aujourd'hui de trading, méthode de trading, propre firme et investissement long terme. Les gars, comment vous allez ? Bah écoute, super. Et vous les gars ? Impeccable. Très bien, profite bien de Dubaï. Content d'être sur ce ici. podcast. On est toujours Merci à bien toi. ici. Je vous laisse vous présenter déjà pour mon audience qui ne vous connaîtrait pas. On a fait un épisode 1 sur la chaîne de Faustin déjà. Ouais. Cédric, qui es-tu ? Cédric, 35 ans, je suis sur la Côte d'Azur depuis quelques années. Je suis un ancien de la Société Générale, je travaillais en salle de marché. J'ai fait ça pendant 4 ans, c'était vraiment chouette. C'est là où j'ai découvert le monde de l'investissement, du trading évidemment, parce que bon, on reparlera un petit peu de ce que fait la Société Générale, c'est pas que du trading non plus, ils ont vraiment plusieurs activités. Mais voilà, donc moi j'ai lancé mon école en investissement avec une méthode qui allie passif et stock picking, donc le fait d'acheter des actions nominativement sur des moments techniques intéressants. Ça fait maintenant depuis février 2024. Et ouais, aujourd'hui on a vraiment des super résultats, c'est vraiment chouette. Et c'est comme ça que je t'ai connu, par le biais des réseaux. Toi, quand j'ai commencé à te connaître sur ta chaîne, tu avais déjà un sacré nombre d'abonnés, tu es vraiment installé aujourd'hui. On verra tout ça tous ensemble, mais c'est vraiment très très inspirant comme parcours. Et merci encore de m'avoir invité. Et c'est quoi le nom de ta chaîne du coup ? Club VIP Finance, en lien en description. Je fais ma petite promo. Mais grand plaisir, venez voir un peu ce qu'on peut faire et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre. Excellent, magnifique. Et du coup, tu vas intervenir aujourd'hui pour parler aussi de prêcher pour ta paroisse, Ouais. parler justement d'investissement long terme, Ouais, et un peu de complètement. trading, et puis surtout aussi d'avoir un peu tes insights, ton retour d'expérience sur le trading dans la Société Générale. Ouais, tout à Pour fait. justement savoir c'est quoi le trading de professionnel, parce qu'on Ouais. entend beaucoup de choses par rapport à ça, l'analyse technique ou pas, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de ancré, de réel. Ouais. Et puis ce sera intéressant justement d'avoir ton retour. Ouais. Hugo, je te laisse te présenter. Yes, merci. Alors, Hugo Milanez, ça fait maintenant 8 ans que je suis sur les marchés. J'ai pu aussi faire quelques expériences bancaires où j'étais conseiller financier. J'ai également travaillé en interne en tant que sales trader chez un courtier international. Et puis maintenant, ça fait à peu près 3 ans que je vis de mon trading. Donc un petit peu comme toi, beaucoup axé sur les propres firmes. On en parlera aussi également pendant le podcast. Et puis j'accompagne aussi depuis maintenant 2 années un petit peu les personnes justement qui veulent se lancer et qui veulent réussir à débloquer des comptes propres firmes, un petit peu comme toi également. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Cédric, c'est vrai que c'est assez marrant parce que quand j'ai commencé le trading, j'ai commencé un petit peu par tes vidéos. Donc loin de moi l'idée de penser que plusieurs années après, on allait se retrouver tous ici ensemble à Dubaï. C'est assez chouette, c'est assez drôle, quoi. Et toi, ta particularité, c'est que tu t'es expatrié en Colombie. Exactement, ouais. J'ai pas choisi Dubaï comme beaucoup. Ouais. J'ai préféré le côté un peu plus nature, on va dire. Ok, excellent. Et Faustin, je pense qu'on le connaît déjà un peu plus. Je suis Ibrahim est passé sur la chaîne du GK Trading. On a fait plusieurs podcasts. Alors, moi, je m'appelle Faustin Prieux pour ceux qui me connaissent pas. J'ai une chaîne YouTube, je parle de trading, je parle aussi de plus en plus de bourse, investissement long terme, DCA et j'ai travaillé comme Hugo dans un gros courtier, j'étais sales trader, analyste marché. Également à l'époque, j'étais en France avant de m'expatrier en Suisse où j'étais conseiller en investissement financier agréé, donc j'étais enregistré auprès de l'organisme de L'Oriage, je devais être associé à une association agréée AMF assez complexe et à la fin j'en ai eu un peu marre, je vais être très honnête, de toute cette couche administrative, cette fiscalité, toute cette complexité en France. J'ai décidé de m'expatrier à Genève et je fais mon trading à travers ma propre entreprise. Maintenant, je fais pas de propre firme pour ma part. J'ai certains clients qui font des propres firmes. Moi, je trade avec mon propre capital parce que je considère tout de même qu'avec les propres firmes, il y a certains inconvénients, même s'il y a aussi d'autres avantages. Donc, on pourra peut-être en parler dans ce podcast. Clairement. Oui, ça sera l'occasion justement d'en débattre. Et C'est toi, très intéressant. Alors moi, présente-toi, Ibrahim. Je pense que on est sur ma chaîne, mais concrètement pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, moi je fais donc du day trading spécifiquement, S&P 500 à 100%. Je trade en propre firme, j'ai 500 000 $ de gestion entre TopStep et puis Fidias. Et puis j'utilise les volumes, l'order flow pour mon trading justement, quelque chose de beaucoup plus concret. J'essaie vraiment d'aller dans le vif du sujet, avec le volume profile, le footprint, le cumulative delta, et ainsi de suite. Donc on va dire que j'ai une approche qui s'est plus professionnalisée quelque part, ça fait maintenant 11 ans que je trade, donc il a fallu progressivement y aller étape par étape, quoi. Là, autour de la table, on a plutôt day trader pour vous.
Clairement, moi, je suis 100% day Day trading. trader, voire entre day trading et scalping. Scalping Toi, tu te plutôt. définirais plus comme un scalper? Maintenant, oui, depuis plusieurs mois, parce que je trouve que d'un point de vue organisation, c'est beaucoup plus simple. D'un point de vue structurel aussi, pareil. J'arrive beaucoup plus à calibrer mes horaires de trading. Et je trouve que c'est plus excitant, entre guillemets, aussi, de faire du scalping. J'avais un petit peu envie de renouveau par rapport à l'intraday. Et puis, comme toi, hein, avec aujourd'hui les outils d'order flow, on peut se permettre de faire du scalping, chose qu'on ne peut pas faire sur CFD. Donc ceux qui vous disent, hein, encore une fois, qui font du scalping sur CFD, non, ça ne fonctionne pas. Rien que par rapport au spread, c'est pas possible. C'est plus compliqué. C'est pas Effectivement, possible, tu vas payer cher les commissions et puis même au niveau de l'exécution, des fois, c'est pas forcément C'est pas le top. plus intéressant. Et toi, du coup, tu fais Moi, je suis plutôt swing. vraiment plutôt axé swing, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai commencé comme tout le monde, hein, j'ai voulu faire du scalping parce que forcément, quand on découvre l'analyse technique, on a envie de prendre des positions tout de suite maintenant. Généralement, je joue le forex puisque tu as beaucoup de volume. Tu peux faire ça, c'est quasiment 7 jours sur 7, 24-24. Donc, c'est sûr que j'ai commencé comme ça. En fait, je me suis vite rendu compte que c'était compliqué de gérer mon travail plus ça à côté au début. Alors déjà, je n'avais pas forcément la méthode, hein, parce que c'est quelque chose forcément... Au début, j'ai pris un peu du contenu à gauche, à droite. Et après, je me suis fait accompagner à l'époque pour faire du trading. Hein, de toute manière, il y a des choses qui ne s'inventent pas. Et là où j'ai vraiment trouvé le meilleur des deux mondes entre passif et actif, c'est le swing. Ça me permettait que pour un minimum de temps passé, j'ai un maximum de résultats. Par exemple, sur l'école, on a réalisé près de 34% de rentabilité sur l'année. Hein. C'est quand même... Je ne sais pas si de ceux qui nous écoutent sont un petit peu sensibilisés là-dessus. Quand on voit le CAC 40... il fait à peu près 6%, 6 ou 7%. Ouais. Le S&P 500 autour de 9 par an depuis plus de 100 ans. Et l'avantage, c'est que je passe très peu de temps, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça me demande, allez, vraiment, parce que je suis, entre guillemets, dans le milieu, c'est même pas entre guillemets, je suis dans le milieu, donc je communique là-dessus, mais si ça me prend 1 heure dans le mois à faire les analyses, c'est le bout du monde. Donc c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que contrairement à quelqu'un comme toi, Hugo, qui effectivement, toi, on va pas dire un salariat déguisé, parce qu'évidemment, le salariat, c'est 7 heures de travail par jour minimum. Donc, clairement, quand tu passes 1 heure ou 2 heures maximum, on en est loin. Mais c'est vrai que moi, dans formation ingénieur informatique, par définition, je suis une feignasse. Je voulais vraiment faire les choses pour, encore une fois, pour un minimum de temps passé, avoir un maximum de résultats. Ouais, clairement. Du coup, la question qui fâche pour vous, c'est quoi le plus rentable? Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie qui est plus rentable? Bon, ça, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée, ça dépend vraiment du profil. Moi, pour avoir travaillé pour un broker, justement, vous faites beaucoup de scalping. J'ai remarqué que beaucoup avaient du mal avec le scalping. Maintenant, je travaille pour un broker OTC où on était sur des produits dérivés sans avoir un carnet d'ordre. Donc, effectivement, quand on fait du scalping sur ces produits-là avec des spreads qui peuvent gonfler, où les conditions sont pas incroyables, effectivement, les résultats n'étaient pas bons. Maintenant, moi, je trouve que le scalping, c'est très compliqué dans le sens où il faut vraiment gérer ses émotions. On rentre, on sort. Généralement, on passe aussi beaucoup de trades, ce qui n'est pas toujours le cas pour les traders qui sont un peu plus performants. Ils vont chercher à faire plus de qualité que de quantité. Mais je trouve que c'est le côté le plus sexy du trading. Généralement aussi, le scalping, c'est le plus rentable. Maintenant, c'est pas le plus facile. Et je pense que pour quelqu'un qui se lance, il devrait commencer par du swing trading, ce que je fais pas, très peu. Ensuite, du day trading, où on va passer les trades dans la séance, on peut gérer son risque, on a son stop, son take profit, on touche plus. Et après, une fois qu'on est, on va dire, assez bon, pourquoi pas envisager, si on a le temps, de faire du scalping. Et c'est un peu un sport de haut niveau, le scalping. C'est pour ça que je considère que pour quelqu'un qui se lance, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, sauf évidemment si on est hyper bien accompagné et peut-être qu'on le fait éventuellement en propre firme, on va pas risquer son propre capital. Donc c'est une question qui est assez délicate, parce que ça dépend vraiment de... Voilà, ça dépend vraiment du profil. En tout cas, pour moi, le day trading de tendance, on va chercher des vraies directions. On va pas chercher à faire d'anticipation. Je travaille même avec des ratios neutres, ce qui est assez rare pour la plupart des personnes sur YouTube. Et on regarde aussi le pourcentage de trades gagnants qu'on a derrière. Ça fonctionne très bien. On n'a pas des stop-loss de retail, entre guillemets. Et je trouve, un petit peu comme le swing trading, c'est qu'on a un bon rendement par rapport au temps qu'on va consacrer devant l'écran. Et j'ai pas trouvé mieux, parce que moi j'ai d'autres business à côté, je fais pas que du trading. J'ai du GK trading, j'ai de l'immobilier, je fais de l'investissement, je voyage aussi. Donc j'ai pas envie de passer non plus 2 heures par jour avec des horaires un petit peu comme un salarié, comme tu le disais. Donc voilà, mais après c'est pas le bout du monde, hein, faire 2 heures de scalping par jour si c'est rentable. Après, pour le coup, il y a aussi, je me permets juste d'intervenir là-dessus, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent un peu l'analyse technique, le trading, etc. Je pense que même la meilleure méthode pour venir compléter ce que tu dis, Faustin, c'est de garder la même méthode, quoi. J'en vois tellement. Ils trouvent une méthode sur YouTube et pourquoi pas, ok, go.
mais par contre ne change pas au bout d'une semaine. Parce que, Ouais, c'est clair. en fait, les gens, déjà, si tentés qui remplissent un journal de trading, bah, en fait, ils vont avoir on va dire, un suivi, un backtest personnel qui va être insuffisant pour avoir un recul sur une méthodologie. Exactement. Donc, un peu le shiny object, voilà, c'est pour ça qu'il faut focus sur une stratégie et y aller. Après, on peut optimiser sa stratégie. On Exact, n'est pas obligé ouais. non plus de. Mais changer de stratégie toutes les semaines, à chaque fois qu'on se prend le moindre stop loss. C'est pas Toi, possible. tu as dû le voir dans tes clients, ça fait Bien 12 sûr. ans que tu fais du trading. Moi, je l'ai vu quand je travaillais en institution financière, c'est une catastrophe. Et même encore maintenant, avec des clients que j'accompagne, un stop loss, 2 stop loss, 3 stop loss, 4 stop loss, 5 stop loss, même plus, ça peut arriver, même avec la meilleure stratégie du Bien monde. sûr. Mais si après on change de méthode directement, C'est foutu. eh ben, on n'arrivera jamais à analyser son trading et puis on se dira, bon, le trading ça marche pas, c'est une arnaque. Et Et il je- faut faire attention à ça. Et changer de méthode, en plus de ça, fait perdre énormément de temps à l'arrivée. Et psychologiquement, à la fin, ça devient frustrant, pesant. Vous allez vous dire que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas fait pour vous. Alors qu'en réalité, c'est juste que vous ne fonctionnez pas. Le processus que vous mettez en place n'est pas le bon, tout simplement. Toi, j'imagine que tu as fait du day trading aussi. Yes. Tu as vu une différence de résultat justement entre le day trading et le scalping, ce qui Alors, ouais, potentiellement t'a fait c'est- changer justement de méthode. C'est intéressant parce que du coup, je voulais rebondir là-dessus. Moi, dans mon cas, je trade maximum, du coup, pour te répondre, 1 heure par jour. Des fois, c'est moins. Et je cherche que 2 positions. Alors, ça peut paraître très peu pour du scalping. Maintenant, un contrat mini, pour rentrer un peu dans le détail sur le S, je vais chercher 4 points par jour, donc ça fait $200. Multiplié par le nombre de comptes, ça fait des bonnes journées. Donc, c'est suffisant. Je pars de ce principe-là. Et en scalping, mes résultats sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que je vais vraiment... Alors, j'ai toujours les mêmes stop-loss, ça, c'est pas un problème, que je fasse de l'intra ou du scalping, etc. Mais j'ai toujours les mêmes gains. Du coup, quand je fais du backtest et quand j'ai mes ratios, ils bougent pas. Ils sont exacts par rapport à la réalité. Parce que c'est soit je prends un TP, soit je prends un stop-loss. Et donc, je sais réellement ce que ma méthode et la manière dont je rentre en position peut m'apporter. Et je trouve qu'avoir cette structure et avoir ce cadre, c'est beaucoup plus simple. Et toi, tu prends des ratios neutres. Moi, je prends des ratios négatifs à 0,4, ce qui va peut-être choquer beaucoup de personnes. Mais je mets en avance l'espérance mathématique et non le risk-reward. Ouais. Parce que je trouve que c'est plus puissant, Ouais, finalement, c'est vrai. que le risk-reward. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher 2 points sur le marché plutôt que d'aller en chercher 10, 20, par Ouais, exemple. tout à fait. Ouais. Tu vas te faire allumer sur internet. Hein. Parce pas que moi, grave. je parle de ratio neutre. On me dit, tu comprends rien. Faut risquer 1 pour gagner 5. Faut risquer 1 pour gagner 3. Forcément, ça peut marcher. Hein. Cette approche-là, je dis pas le contraire. Mais encore une fois, c'est combiné au pourcentage de trades gagnants. Alors, si toi, en plus, t'es avec des ratios négatifs, mais ce que font en fait tous les scalpers ou presque, Exactement. et ils vont avoir un stop loss souvent pour protéger le compte et non pas forcément la position. Exactement. Faut, avec un ratio de 0,4, c'est simple, il faut 71% de win rate pour être rentable. Alors ça peut paraître complètement C'est- dingue, mais encore une fois, C'est effectivement la problématique du scalping. Hein. La problématique du scalping, c'est qu'effectivement, ton taux de réussite, il doit être vraiment très élevé. Moi, pour le coup, en intraday, intra-scalp, on va dire, hein, c'est le mot que j'avais inventé il y a longtemps, l'avantage, c'est que je vais plutôt jouer sur des ratios risk-reward moins importants, mais derrière, par contre, tu vas aller chercher beaucoup plus de bénéfices sur ta position. Donc, tu vas avoir peut-être 40% de rentabilité, mais derrière, ton ratio sur position, il va être plutôt à 3, 4, 5. Donc, quelque part, psychologiquement, tu es moins dans la pression de te dire il faut que j'ai souvent raison, en fait. Et Exactement. ça, je trouve que quand tu commences le trading, c'est vrai que vaut mieux aller chercher plutôt, encore une fois, juste un trading décontracté. Tu vas chercher des positions. En swing trading, en l'occurrence, si tu en as 2 ou 3 sur 10 qui passent, mais que tu as des ratios de 7-8 par exemple, tu sais que mathématiquement, tu restes rentable. Et c'est beaucoup plus sans pression, quoi. C'est toujours la gestion du risque en fait, quelle que soit la façon dont on va trader, il faut avoir une discipline et une structure et la respecter. Ouais. Et le problème c'est que l'immense majorité, tu as dû le voir avec tes clients, au début, les débutants, ils vont sortir du cadre mais tellement rapidement. Bah, c'est Et là les après ça émotions. marche plus. Ouais, mais les émotions. Et d'ailleurs, moi, c'était un peu une question que je me posais parce que on en parlait tout à l'heure avant de rentrer dans le studio parce que toi, pour le coup, toi, tu es spécialisé dans les profs firmes. Enfin, Ouais. c'est vraiment ton cœur, ton cœur accompagnement et même que toi, tu appliques. Je me posais la question sur le coup des émotions. Est-ce que ça fait une différence de trader en fonds propres versus prof firme? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais Clairement. Clairement, il y a une grosse différence d'émotionnalité quand tu trades capital propre et propre firme. C'est sûr que tu as un recul plus important, c'est pas ton capital. Au pire, donc tu as un compte à 50 000, au pire, tu vas perdre 50 €, l'investissement nécessaire. Et au mieux, tu peux faire peut-être 2 000, 3 000, 4 000, etc. en trading. donc ça veut dire que potentiellement tu payes 50 € pour qu'on te donne 50 000? Là, concrètement, le dernier challenge Fidias que j'ai fait, Ouais. j'ai payé donc 45 € le compte, 80 € les frais d'activation. D'accord.
et j'en ai sorti $2000. Ça fait un bon Donc, petit bah, risk-reward. en plus, je l'ai Voilà, fait là devant toi, je on l'ai parle de fait vrai en- risk-reward. Le delta, Là, on parle de vrai, le delta est très bon là pour le Le coup. delta est très bon. Je l'ai fait en plus devant toi. Je t'ai montré Ouais, carrément, c'est le bluffant. Bears. En 5 jours, $800 par jour, tu arrives à 2006, le seuil d'activation pour faire ton payout. Et puis en fait, tu peux demander un payout de 2000. Donc en fait, je l'ai fait sur 2 comptes. Ça fait 4000 en 5 jours. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si tu veux faire 4000 balles en 5 jours en trading, il te faut quand même un sacré capital. C'est vrai. Sauf je si tu pense prends que- du risque démesuré, mais ça tient pas sur le long terme. Exactement. C'est Donc du il te jeu. faut, on va dire mathématiquement, il te faut au moins 100 000 de côté. Hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, les particuliers qui nous regardent, ils n'ont pas 100 000 à mettre. Non. Puis même si tu as 100 000 euros aujourd'hui à mettre en trading, je pense vraiment que la meilleure solution, c'est de rester quand même sur les propres firmes, d'investir justement ça sur du long terme, on va en parler juste après, et puis de pouvoir justement faire un effet de levier avec des comptes à 50 000. En l'occurrence, tu peux en avoir 2, 3, 4, 5, voire 10, voire même encore une fois à l'infini, si tu te diversifies sur les propres firmes, pour aller chercher un maximum de cash sans risquer de perdre le capital, quoi. Parce qu'au final, si tu crapes ton challenge, si tu perds ton capital, tu recommences et tu as juste à investir 50 balles. Mais du coup, ça veut dire que, mettons, si tu crames ton compte à 50 000 balles, pour le coup, comment ça se passe? Enfin, t'es redevable des pertes? Enfin, c'est quoi l'histoire? Non, en fait, c'est un challenge, tu passes ton challenge, Ouais. tu as des conditions à respecter. Donc en l'occurrence, ça dépend des propres firmes. Hein. J'imagine qu'on ne traite pas tout le temps sur les mêmes propres firmes. Tu traites sur quelle propre firme, toi? En ce moment, Fidias, Ouais. forcément. Voilà. Mais ouais, on peut faire la comparaison CFD futur, par exemple, tout bonnement. Le CFD est plus onéreux. Il faut généralement aller chercher 2 phases, 10, 15% ou 10, 5% ou 8, 5%, excusez-moi. Le drawdown est un peu plus large en CFD. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est plus onéreux. C'est pour moi plus compliqué de débloquer une propre firme CFD que futur. Ça, c'est que mon avis. Ça va pas plaire à tout le monde non plus. Pardon. Et oui, aujourd'hui, de toute façon, futur pour avoir les outils, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. On pourrait trader autrement, mais pourquoi s'en priver? Ouais, concrètement, pour répondre à ta question, effectivement, si tu perds ton capital en propre firme, tu dois juste repasser le challenge. Donc, en général, sur des propres firmes futures, tu dois faire 6% de gain contre 4% de perte maximum. Ok. Et donc, si tu perds ton challenge, tu recommences là à l'étape 0. Il te dégage pas, tu n'as pas à rembourser quoi que ce soit. On va dire que en propre firme, quand tu commences à trader sur un challenge, même quand tu es funded, quand tu as validé le compte, tu restes encore sur de la simulation. C'est pas des vrais 50 000 $ qui te filent comme ça. Exact. Un courtier, une propre firme, a un business model comme assez particulier. D'une part, ils vont pas mal se rémunérer sur forcément les challenges des clients, ce qui est logique, mais également ils ont aussi une stratégie derrière qui est un peu comme les brokers classiques, stratégie de couverture, où ils vont se servir justement de toutes les positions qui sont gérées par les clients, par les traders, pour essayer justement de... Ouais, ils gèrent leur risque, tout simplement. Ils gèrent leur risque. Certaines propres firmes te passent sur des comptes live, donc en l'occurrence là c'est vraiment de l'argent investi, quoique... Moi, j'y crois pas trop. Voilà. Ah, c'est ton avis. Ayant travaillé pour un broker, on sait comment ça se passe. Que les propres firmes, c'est quand même à destination surtout d'une clientèle retail, même s'il y a, comme vous, des... Donc les particuliers, c'est ça? Ouais, donc entre guillemets, des professionnels, mais particuliers comme vous. Mais la plupart, c'est vraiment des débutants ou des petits porteurs, entre guillemets. Parce que ceux qui ont de l'argent, là, on a peut-être un désaccord, pour moi, ne vont pas aller sur des propres firmes avec toutes ces règles contraignantes, etc. Parce que malgré tout, quand on a un capital de trading et qu'on sait trader, que ça soit 100 000, 200 000, 300 000, le risque, en fait, pour moi, de le cramer, il est extrêmement... C'est extrêmement difficile de cramer un compte quand on sait gérer son risque, quand on va prendre, je sais pas moi, du 0,20% de risque par trade, quand on a ses objectifs, encore une fois, quand on est bon en trading. Alors, effectivement, quand on ouvre un compte sur un broker, on va commencer avec un petit capital, peut-être 2 000, 5 000 euros, ensuite un petit peu plus, on va pas mettre 100 000 directement. Mais c'est vrai que c'est un effet de levier énorme que moi, j'avais pas quand j'ai commencé, que toi, t'avais pas quand on a commencé. Il y avait des propres firmes physiques qui existaient à Londres, mais c'était assez inaccessible. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'ouvrais des comptes PAM, des comptes MAM sur des brokers qui étaient parfois pas les plus réglementés, pas les plus sérieux. On dupliquait nos trades sur d'autres clients qui nous faisaient confiance. On prenait une com sur la performance. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que j'ai fait mon cash, en vendant des services autour du trading, y compris UGK Trading, parce que ça existait déjà, en travaillant pour un broker, en faisant de la gestion un petit peu déguisée. Et c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on était bon, on pouvait faire des choses, mais c'était un peu plus borderline. Aujourd'hui, si vous êtes bon, vous avez les propres firmes. Maintenant, je considère que si vous avez le capital, je pense pas que ça soit forcément nécessaire parce que c'est une sacrée logistique malgré tout, les propres firmes. Donc encore une fois, il faut voir à qui ça s'adresse, tu vois. Pour avoir parlé à beaucoup de traders justement, effectivement, si tu es bon dans ton trading mais que tu as 200 000, 300 000, c'est pas le problème de la gestion de risque, c'est le problème de la psychologie. Il y a forcément un moment donné où tu vas peut-être être tenté de tilter
Tu fais un trade, tu parlais de stop loss tout à l'heure. Tu prends un stop loss, 2 stop loss, 3 stop loss. Il y a un moment quelque chose dans ta tête qui vrille. Je comprends. Il y a quelque chose qui vrille où là tu es complètement déconnecté de ta méthode. T'es tilt. Et là tu es vraiment full émotionnel. T'es tilté. Et là, Et c'est à pas partir bon. de là, tu commences à prendre un parce que tu as envie de rattraper les 3 pertes. Ouais, mais ça, c'est des erreurs. Et tu fais une martingale sans faire exprès. Une erreur en fait une deuxième, puis une troisième. Et c'est là où en fait tu te retrouves dans un cercle vicieux. Et un trader qui a 200 000 peut... Encore une fois, j'ai entendu pas mal d'histoires du coup d'avoir accompagné beaucoup de traders. Ça peut partir à la vitesse de l'éclair, certains capitaux. clairement. Ouais, mais c'est des débutants pour moi. Pour moi, c'est des débutants et j'en ai vu quand je travaillais pour un courtier que j'ai pas cité ici. Ils arrivaient, ils connaissent pas grand chose. Ils ont du capital, ils ont 1-2 millions de patrimoine et ils vont mettre 200 000, 100 000. On avait un chirurgien esthétique, nous, il mettait du cash tout le temps, mais vraiment des sommes astronomiques. Par contre, ceux encore une fois qui vont étape par étape et pour qui, entre guillemets, c'est le métier, je dis bien entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils se sont formés, soit avec toi ou avec d'autres, généralement, ils savent protéger leur capital. Il y a des garde-fous. Il y a même des stop-loss garantis avec certains courtiers pour limiter le risque. Il y a des produits de bourse où vous avez l'émetteur et une nouvelle fois qui garantit le risque. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on crame son capital, pour moi, c'est qu'il y a forcément une problématique de gestion de risque. Et la data qui est folle, c'est que les gens crament leur capital en 3 mois sur des brokers CFD. 3 mois. Ouais. C'est très C'est pas faible. une problématique que ce soit sur du CFD du futur ou que tu as eu le mauvais formateur ou que c'est parce que tu as fait des conneries à un moment donné à un autre. Par contre, évidemment, je le rappelle, vous avez 100% raison, le vrai scalping sur CFD, on oublie. C'est pour ça que moi Clairement. je fais du day trading sur Clairement. CFD, mais je fais pas de scalping, c'est aussi une raison. Et ce qui est bien aussi avec les propres firmes finalement, c'est que tout le monde se plaint des règles, des restrictions, mais d'un autre côté, ça cadre aussi. Tout à l'heure. Et C'est ce que je recommande quand tu veux vraiment travailler et commencer à trader en fait. Ouais. Ce que je recommande quand tu commences à vouloir trader, c'est directement d'aller chercher des propres firmes et d'aller ouvrir un compte à 50 000 $. je suis d'accord. Alors tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais au moins tu es dans le bain, tu as une discipline à adopter, tu as des règles, tu as un objectif. Donc c'est pas comme à l'époque où, moi je me rappelle quand j'ai commencé, c'était des comptes à 300 000 balles en démo, puis tu fais 30 000, 60 000 dans une journée, puis le premier jour où tu déposes 300 € sur un compte de trading, tu fais 1%, C'est pas le même. t'as même pas de quoi t'acheter un kebab, ça pique un peu. Mais- Donc forcément, ton approche, tes attentes en termes de gains sont complètement irréalistes par rapport à ce qui se passe. Clairement. Tout à Pour fait. avoir connu des traders, pour avoir connu un trader en particulier à Genève, pour qui des comptes à 100 000 balles réels, c'était des comptes démo limite, Ouais. je peux te dire, bon alors il était débutant pour le coup, signe au trading aussi, bon ça Je c'est crois, toujours je crois voir de qui tu parles. Oui, je vais je le taire pense évidemment, aussi. mais. Ouais, je pense aussi. Ça a été catastrophique parce que encore une fois, il aurait pu là en l'occurrence faire des propres firmes Ouais. et gérer justement Ah oui. son cash sur de l'immobilier. Donc Exactement. en Suisse, c'est un peu plus compliqué, mais De d'aller prendre son l'investissement. cash et d'aller investir justement sur des ETF long terme, etc. Il y a une vraie stratégie autour de ça. Moi, je réfléchis toujours en termes de c'est quoi le levier finalement. C'est combien tu peux gagner pour combien tu prends de risque. Et moi là-dessus j'ai une question, parce que moi c'est une question que je me pose, parce que moi les propres firmes c'est quelque chose que je suis pas spécialisé du tout là-dedans, et je pense qu'il y en a certains qui nous écoutent qui vont se poser la question. C'est quelles sont aujourd'hui vraiment les plateformes que tu recommanderais, justement, si je comprends bien, les propres firmes futures sont plus intéressantes que les propres firmes CFD. Quel serait pour toi, on va dire, si tu avais un top 3 à donner aux personnes dans lesquelles ils pourraient y aller les yeux fermés, entre guillemets, même si encore une fois, c'est pas des conseils en investissement ou ce que vous voulez, pour pas qu'on ait de problème. C'est quoi aujourd'hui les plateformes que tu pourrais recommander à ton neveu, par exemple? En termes de propres firmes, le top 3 des propres firmes aujourd'hui, ça va être TopStep en numéro 1. Parce que vraiment réputé, très sérieux. Ça fait depuis quasiment 20 ans qu'ils sont présents. Ils ont développé toute une logistique derrière, Dans une 20 ans. plateforme, une chaîne YouTube. Ils sont là Incroyable. depuis très 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 Je longtemps. ne sais pas. Deuxième propre firme, ça va être Fidias. C'est nos partenaires, certes. Mais derrière, en fait, ils ont des régulations, des réglementations, je trouve, pour les challenges qui sont bien plus intéressantes. Effectivement, on est capé en termes de payout. Donc en l'occurrence, on peut retirer 2000 $ tous les 10 jours. Mais derrière, je trouve que ça me rassure, moi, de mon côté, de me dire, voilà, j'ai plusieurs comptes, je fais mon 2000. Si j'arrive à faire ça une fois par semaine, c'est déjà un très très bon Et puis montant. du coup, ils ont moins de risques de sauter s'il y a. Parce qu'il faut savoir aussi que sur les propres firmes, on en parlait sur notre podcast à Genève, c'est qu'il y a des pros, entre guillemets, un peu de la magouille financière. Il y en avait aussi d'ailleurs sur les brokers CFD qui profitaient des différences de cotation et qui arrivaient un petit peu à arnaquer des brokers CFD. Mais il y avait un peu pareil sur les propres firmes, qui utilisaient des algos, qui arrivaient à jongler avec différentes propres firmes. Il y a tout plein de choses, d'un peu d'histoires bizarres, et au final, les propres firmes étaient obligées de sortir énormément de cash pour une toute petite poignée entre guillemets d'escrocs qui ne faisaient pas réellement du vrai trading, mais plus de la magouille. Exactement. Et ça, c'est une solution pour limiter ces risques aussi. On le La voit troisième. sur... excuse-moi. Ouais, je finis juste. La troisième propre firme, effectivement, serait Tic Tic Trader.
Je connais pas. Ça, je sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Pas du tout. C'est une des rares prop firms qui font du capital instantané sur les futurs. Alors, j'ai jamais essayé, mais c'est vrai que c'est un budget plus important. Derrière, tu sautes l'étape du challenge et tu peux directement aller chercher un payout. Donc c'est intéressant, mais c'est un budget quand même un peu plus costaud par rapport à des challenges classiques. On mettra les liens dans la description, hein, vous inquiétez pas. Et oui, puis pour rebondir par rapport à cette histoire de payout sur Fidias, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit chez certaines prop firmes où tu peux aller jusqu'à 20 comptes et on voit des personnes, alors force à eux, très très bien, qui arrivent à sortir des payouts de 50, 60, 70 000. Et quand on connaît réellement le business model d'une prop firme, c'est sûr que ça peut laisser à réfléchir. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va sauter? Dans combien de temps? Une prop firme, le problème, c'est qu'il faut qu'elle ait quand même assez de règles pour survivre, pour pas se faire dépouiller par les traders. Et à la fois, il faut qu'on n'en ait pas non plus de trop pour justement arriver à un Juste équilibre. équilibre. En fait. Il faut trouver un juste équilibre. Le problème, c'est que on a vu des plateformes comme Apex qui, du coup, maintenant sont rentrées dans trop de règles. C'est la tellement de dictature. règles chez Apex. C'est la dictature. Il y a tellement de règles chez Apex que là, du coup. Ça s'est rassoupli un petit peu là récemment. J'ai un client qui a eu Ah ouais un compte et un payout Ils en font. Alors, j'ai eu des clients aussi, mais récemment. j'imagine que c'est des petits payouts. Je pense pas que Dès ce soit que des tu commences- gigantesques payouts. Dès que tu commences, j'ai eu un trader, Antoine sur la communauté, qui a fait plusieurs payouts de $500. Par contre, je pense que dès que tu commences à aller chercher plus de 2000, 3000, 4000 $ sur un seul payout, on a eu aussi l'occasion de voir ça dans la communauté. Ils te demandent justement de te transformer en youtubeur. C'est-à-dire que tu dois prendre une vidéo, tu dois expliquer ta session de trading, tu dois la filmer C'est dingue. et tu dois justifier de pourquoi, comment tu prends cette position, pourquoi, etc. Après, il y a de l'interprétation et à partir du moment de l'interprétation, bah, ils vont pas vous faire les payouts. Donc, C'est le Apex, problème. on va dire que pour ceux qui utilisent des prop firms, ils savent que c'est un peu cramé. On a eu Fast Track Trading aussi, qui a disparu du jour au lendemain. 3 mois, je crois. 2-3 Ça mois. a duré 3-4 mois. Par contre, ça a explosé tous les scores. C'est devenu quasiment le numéro 1 dans le domaine. C'était une prop firme qui était à capital instantané sur Ouais, les mais- futurs. Mais le coût du sans capital, commission de le coût du trading. capital était tellement faible, c'était ça pouvait pas ridicule. tenir. On en a parlé sur ta chaîne justement, Ouais. c'est qu'ils ont aussi un problème de carte aux États-Unis où dès que tu veux te faire rembourser quelque chose sur ta carte bancaire, tu peux à la vitesse de l'éclair demander un remboursement sans justification. Wow. Donc les mecs ils achetaient 5-10 comptes en même temps, ça leur coûtait peut-être 2000, 3000 $, puis dès qu'ils Bah, bravo à eux, hein. Dès qu'il avait cramé, dès C'est- qu'ils c'est cramaient, smart, hein. eh ben, ils Bravo. demandaient un remboursement. C'est smart. Donc c'était compliqué. Par contre, effectivement, même dans la communauté, on a eu des mecs qui ont fait des payouts, et pour le coup des payouts conséquents. Avec Fast Track. Ouais, avec Fast Track, Incroyable. ouais. On a un trader qui a fait 15 000 en 10 jours, c'était il me semble le jour réglementaire. Hallucinant. Par contre derrière, bon bah ça n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a toujours un juste milieu. Bon, on l'a retrouvé, on le disait, on l'a retrouvé avec des Rolex en train de s'acheter des McLaren sur Twitter. Donc ça pour le coup, c'est ça. Donc, Il est à Dubaï d'ailleurs, non, maintenant. Il est à Dubaï, non? Je pense, Sérieux? hein, j'imagine. Ah, on va l'inviter. On va l'inviter. On va dire, écoute, rends l'argent. Parce que, ouais, mais c'était un beau projet. C'était un Ouais. beau projet, ouais. C'est dommage, ouais. Que c'est Vous, fini ça comme ça. serait, bon, toi, un peu moins prop firm, justement, mais ça serait quoi, toi, ton top prop firm actuellement? Moi, top 3, comme toi, top step, Fidias. Il y en a une autre, on en avait parlé, pareil, futur et capital instantané, mais c'est pas la même que toi, c'est une autre. Je crois que c'est un F jaune avec un C'est- fond gris, je sais plus le nom exact. FXFI, hein, quelque chose comme Ouais, ça. quelque chose comme ça, il me semble que c'est 750 €, capital instantané, le compte à 150K. Ouais. Ce qui, comme ça, paraît assez fou. Et après, si on doit en citer une en CFD, de toute façon, c'est FTMO, il n'y a pas de débat, je pense. J'en vois trop aujourd'hui qui viennent me voir ou m'envoyer des messages. Tu penses quoi de cette propre firme? Bah, j'en sais rien, je l'ai jamais vu en fait. Et c'est comme on disait, il y a des sites où on peut voir les payouts qui ont été faits sur les ouais, propres donc firmes. c'est Ça alléchant. peut aussi vous donner des idées. Si vous voyez Ça une s'appelle propre firme, Payout Junction. voilà. Et s'il y a une propre firme, vous voyez qu'il y a eu 10 000 € de payout dans le mois. Bon. Pourquoi aller sur les nouvelles propres firmes? Voilà, Ça n'a en aucun fait, intérêt. Ça sert à rien. Je comprends effectivement. pas. C'est comme si il y avait un broker qui arrivait de nulle part avec des réglementations un petit peu borderline et que le mec demandait de choisir entre un bon broker qui est là depuis 20 ans et lui, quoi. Ça n'a aucun sens en fait. Je suis d'accord avec toi, FTMO, bon, ça reste du CFD, mais ça reste la meilleure des propres firmes CFD. Donc, Moi, je là, la pour le coup, recommande parce qu'ils ont un service client qui est incroyable. Ils sont basés à Prague et les payouts, ils passent. Ils n'ont jamais eu de problème. Et d'ailleurs, ils s'étaient retrouvés sur la liste noire de l'AMF. Ils ont réussi à en sortir. Parce que l'AMF, ils ont un peu du mal à comprendre le modèle des propres firmes. Et rien que pour ça, moi, je trouve que c'est une société qui est solide, qui est crédible. Maintenant, c'est sur CFD. C'est peut-être pas adapté à toutes les stratégies. Par contre, quand vous faites des propres firmes, moi, j'imagine que le plus intéressant, c'est d'en avoir plusieurs, d'avoir toute une logistique. Parce que tu as cité Max Forex Fund, Fast Track ou d'autres, ou Apex, qui sont intéressants, soit qui ferment, soit qui sont inintéressantes ensuite. Donc, si on a plusieurs propres firmes, automatiquement, là, on peut diminuer le risque et aussi avoir des stratégies un peu différentes selon la propre firme. Ce qui permet, si un mois sur une propre firme A, on n'est pas très bon,
peut-être sur la propre firme B, on sera bon et on fera justement son payout. Donc, il faut avoir aussi ce raisonnement-là et un truc tout bête que moi je fais faire à certains de mes clients, c'est un Google Sheet où on va voir le coût du capital par propre firme, on va faire des roulements des challenges pour constamment passer des challenges et à chaque fois on fait le delta. Et à partir de là, c'est une gestion de risque comme en trading et c'est un vrai métier en fait. En fait, c'est carrément une diversification de portefeuille au sein des propres firmes, quoi. Carrément. Autant il y en a qui vont Ouais. acheter un ETF crypto, un ETF Exactement. action obligation. Toi, t'as une propre firme A, B, C, D C'est un peu et tu ça. gères ton risque. Et là, c'est hyper puissant. Aujourd'hui, si tu veux gagner beaucoup d'argent en propre firme, pour moi, la bonne méthode à faire, c'est réduire ton exposition sur tes comptes et augmenter le nombre de comptes que tu gères. Tu vois, et donc de gérer justement 100 000, 200 000, 500 000, voire plus. Hein. Mais derrière, en fait, tu vas pouvoir avoir une gestion. Alors pour le coup, moi, c'est vraiment assez particulier parce que je vais les trader 3 par 3. En ayant 10, je peux pas trader 10 comptes tous les jours. Donc je vais trader mes challenges 3 par 3. Un trade par jour par compte. Ça fait 3 trades par jour, justement. Sur une période de 2 heures, ça suffit largement. Et du coup, ça te permet d'avoir quasiment chaque semaine un payout justement sur ces propres firmes-là. Ou un Donc on challenge qui diversifie le risque et en même temps on le dilue totalement. Mais du coup, moi j'ai une question. Alors, si je comprends bien, pour revenir un peu en arrière ce que tu disais, c'est plus intéressant d'avoir un challenge pour avoir un capital à 50K, enfin en avoir deux pour avoir 100K, plutôt que faire un challenge 100K. Ouais. Ok. Je sais Ratio. pas si vous voulez répondre à ça. Enfin, moi j'ai ma réponse toute faite, hein, c'est clair. Oui, en fait, je pense que tu vas répondre la même chose, mais la différence entre le profit target et le drawdown autorisé, si vous faites le ratio entre les deux, c'est toujours plus intéressant sur un compte à 50K. Ouais. Si on prend par exemple chez TopStep, si je dis pas de bêtises, il faut que tu ailles chercher 3000 $ de gains contre 2000 $ de pertes sur un compte à 50 000. Mais sur un compte à 100 000, c'est 6 000 de gains contre 3 000 de pertes. Donc en fait, ton ratio, il est de 2 sur le compte à 100 000 et 1.5, 1.7 sur le compte à 50 000. Donc c'est plus dur, mais effectivement, tu as un effet de levier plus important. Moi, personnellement, j'ai décidé de passer que sur des comptes à 50 000, donc c'est plus facile. Et encore une fois, bah, tu diversifies complètement. Parce Ouais, que complètement, ouais. c'est plus simple à la fois, mais de l'autre, si demain tu crames ton compte, Là, tu perds tout. tu as Tu cramé crames. 100K. Alors que d'un Tu côté, crames t'as un des 50. deux, tu Ouais. crames seulement Ouais, ok. 50. Ouais, c'est très Donc, intéressant. encore une fois, il y a deux stratégies, c'est diversifier son risque et le diluer en même temps. D'accord. Donc Je ça suis demande d'accord. effectivement d'utiliser peut-être plusieurs propres firmes Très pour smart, éviter ouais. qu'il y en a une qui flanche du jour au Ouais. lendemain. Même si on va dire que les propres firmes futures aujourd'hui, elles sont quand même relativement solides. Quoique, il y en a une qui est partie aussi. Fast Track, on l'a quand même vu en termes de modèle économique, on se posait des questions. Je me rappelle même que quand ils ont une semaine avant d'être partis, ils ont réduit la facilité d'accès, ils avaient mis des règles supplémentaires. Moi, j'étais content justement de ça. Je sais qu'on en discutait dans la communauté. Tout le monde se disait, mais c'est la fin de Fast Track, c'est moins facile qu'avant. Sauf qu'en fait, c'est une bonne chose quand ils durcissent les règles. Parce qu'encore une fois, le but, c'est qu'il y ait dur. Bon, bah là, elle a durci, elle a pas duré. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. C'était peut-être un peu trop tard. Toi, comment tu vois, du coup, en n'étant pas client propre firme, comment tu vois d'un point de vue vraiment extérieur les propres firmes? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'intéressant qui permettrait de faire du coup du cash pour éventuellement investir long terme? Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves que c'est soit trop risqué, soit trop complexe? Comment tu vois ça? Bah, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est que le risk-reward par rapport à ce que tu peux avoir, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que tu risques 50 € pour un challenge, bon, et plus 80 € de setup par la suite, mais tu récupères 50 000 €, enfin 50 000 $. C'est assez incroyable parce que, comme tu disais tout à l'heure, on va dire que la performance moyenne d'un trader, moi je voulais vraiment me parler de mon expérience en salle de marché à la SocGen, la Société Générale, pardonnez-moi. Excuse-nous. Ça fait un peu l'ancien. c'est à peu près entre 3 et 4% par mois. Pardon. Donc en gros, aujourd'hui, soyons gentils, on fait un petit 6%. 6%, si on veut gagner 2000 € par mois avec 6%, on a intérêt à avoir un sacré capital. mine de C'est rien. sûr. Donc, mine de rien, putain, je dis 2 fois mine de rien, tic de langage, désolé. Mais c'est incroyable d'avoir, avec si peu, avoir autant. Et c'est franchement intéressant. Il vaut mieux, a priori, de ce que j'en comprends, ça, d'un point de vue extérieur, encore une fois, parce que moi je n'ai jamais fait de challenge propre firme. Je connais ce procédé, cette tactique, mais je ne suis jamais allé plus loin avant de te rencontrer. C'est clair qu'il est plus intéressant de faire ça que d'essayer, même mettre 50 € en réel, plutôt que en fait, tu mets 50 € dans un challenge. C'est beaucoup plus Clairement. intéressant. Alors, je vais faire un disclaimer par contre. Je vais faire un disclaimer par contre parce que je sais que certaines personnes dans les commentaires vont dire oui, mais t'as pas vraiment un challenge à 50 000 quand tu trades avec 50 000. En réalité, ton vrai capital, c'est le drawdown, c'est la Exact, perte ouais. maximale. Donc en l'occurrence, quand tu as 2000 $ de perte maximale, en réalité, tu n'as que 2000 de capitaux, mais pas 50 000.
on le sait, d'accord? La dénomination, c'est compte à 50 000, mais on sait très bien que t'as pas 50 000 réels Ouais, mais et tu vois, vas pas les retirer. Mais sur un- qu'importe au final. Ouais, sur, mais sur un compte de trading, tu as un compte sur marge. Bah, pareil, tu as une problématique de marge. C'est-à-dire que tu as beau mettre 100 000 euros sur le compte, tu peux T'as un pas appel de risquer marge. 100 000 euros sur le compte, sinon le broker il te Exact. dégage T'as à un un moment appel de donné à un marge. autre. Exactement. Ouais. En parlant de Société Générale, du coup, Ouais, toi, du coup, tu as été à l'intérieur, justement, tout à fait. d'un trading floor, donc vraiment d'une salle de marché. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe à l'intérieur, en salle de marché. C'est quoi concrètement les stratégies des traders? Comment ils tradent, en fait? Parce qu'on a beaucoup de fantasmes autour, Ouais, justement, bien du sûr. trading professionnel. On a l'impression que c'est soit full algorithmique, un peu, on en parlait dans le premier podcast de BlackRock avec Aladdin. De l'autre, on a l'impression que c'est que du fondamental et qu'il n'y a pas d'analyse technique. Comment ils font du trading? En les fait, professionnels t'as pas une salle de marché, t'en as plusieurs littéralement parce que eux ils ont plusieurs casquettes dans en tant que banquier. Ils ont des obligations, par exemple, de market maker. C'est-à-dire qu'un market maker, c'est le fait de toujours être présent en ask ou en bid, donc toujours quelqu'un sur le carnet d'ordre. Et ça, c'est une obligation en tant qu'institution. Et ils font justement eux leur profit avec le spread, qui est littéralement le spread pour juste recontextualiser. C'est la différence entre un prix d'achat et un prix à la vente, ni plus ni moins. Donc ça, c'est la première activité qui est une des vraiment historiques et qui est nécessaire, qui est le poumon de l'économie en France. Si vous y intéressez un petit peu, c'est passionnant. Mais voilà, ça, c'est la première activité. La deuxième partie, c'est que celui qu'on connaît le mieux, c'est eux, ils font du flow trading, c'est-à-dire qu'ils passent des ordres aussi pour les assureurs ou pour d'autres courtiers. Ils sont là, eux, pour donner les ordres littéralement en bourse sur les différents marchés, que ce soit à Hong Kong, que ce soit à New York, etc. La troisième partie qui là va plutôt nous intéresser et qui justement a été beaucoup plus durcie depuis 2008. En 2008, on se rappelle très bien de la différente crise qu'on a pu avoir avec les subprimes en partie. C'est que là, ils font du prop trading, effectivement. Donc là, c'est la pure spéculation, telle qu'on peut le connaître, que ce soit sur le marché du forex ou du private equity un peu particulier. Et là, effectivement, ce qui est utilisé majoritairement, c'est l'analyse technique. Parce que l'analyse technique, c'est ce qui est extrêmement utilisé, qui est en fait, on a toutes les informations dedans. Donc eux, ils vont coupler ça avec l'analyse technique, plus avec des terminaux Bloomberg. Bloomberg, c'est des licences, plusieurs milliers d'euros par moniteur. Et là-dessus, en fait, ils sont directement connectés avec toutes les chaînes de télévision mondiale pour avoir les informations en direct. Donc en gros, ils ont un peu une stratégie hybride entre fondamental, mais c'est pas du fondamental à l'analyse de sous-évaluation d'une société. C'est juste fondamental par rapport aux news économiques. Donc, et plus effectivement analyse technique. Après, ils ont encore un autre desk qui va être plutôt organisé autour du trading haute fréquence. Donc là, c'est de l'algorithmique, là, c'est des robots. Ils vont vraiment gérer les sous-évaluations, effectivement, mais de prix. Ils ne vont pas regarder, encore une fois, des comptes de société, etc., etc. Ils ont plein de choses différentes. Donc vraiment, ils ont plein de salles de marché différentes. Mais celle qui nous intéresse, effectivement, pour le prop trading, c'est quelque chose qui a été extrêmement régulé, mais sur lequel ils sont accompagnés par des gens, par des psychologues et par aussi des coachs de vie, des coachs même en sport. Ils ont une obligation d'avoir une hygiène de vie correcte. Même, il a été montré qu'après l'affaire Kerviel, vous avez dû en entendre un peu parler. L'affaire Kerviel, ça fait un peu débat, mais c'est vrai que Jérôme Kerviel qui en parlait justement qu'il prenait très peu de vacances. C'était vraiment une fatigue énorme. C'était des heures et des heures. C'est pas des gens qui sont influenceurs à Dubaï qui font du trading, les traders à SocGen. Parce que le trading, effectivement, il y a des choses qui sont potentiellement faisables de manière exponentielle, mais en étant professionnel. Effectivement, tout est vraiment bien ficelé, bien canalisé, parce qu'encore une fois, le but, et tu l'as très bien dit, il faut le tenir sur le long terme. Donc, les signaux de trading, les machins, les ci et ça, les promesses à 10%, oubliez, fuyez. Les promesses de gains, faut oublier tout de suite, parce que j'en ai trop vu. Même moi, je sais pas si c'est le cas pour toi, Ibra, ou même toi, Faustin, ou même toi, Hugo. Moi, j'ai des élèves, ils se sont fait avoir, ils ont perdu du cash, quoi. Énormément. Mais vraiment, pour revenir par rapport à ta question, ce qui est très présent, en tout cas dans les salles de marché en général, que ce soit SocGen ou ailleurs, c'est l'analyse technique, parce que les graphiques, il y a tout dedans. Et littéralement, c'est la meilleure façon de faire aujourd'hui, entre guillemets, de l'argent sur les marchés, c'est l'analyse technique, clairement. Et quand tu parles d'analyse technique, de leur côté, est-ce que tu as une idée déjà un petit peu? Est-ce que c'est du support résistance? Est-ce que des figures techniques? Un peu de l'analyse technique comme nous on entend? Est-ce que tu as une idée un peu de ce qu'ils faisaient en termes d'analyse technique? Déjà, oui, en partie. Alors oui et non, parce que moi, j'étais pas trader chez eux, donc je pourrais pas répondre exactement. Mais ce que je peux dire, c'est assez peu axé sur des moyennes mobiles, etc. Parce que c'est souvent en retard, ces genres d'indicateurs qui sont en retard.
ils sont très price action, c'est-à-dire effectivement support, résistance, éventuellement un peu du stochastique parce qu'il y a des sous-évaluations de marché, mais ça va très très souvent sur du price action et des figures chartistes, ouais, littéralement. Ok. Ouais, c'est très intéressant parce qu'en fait, le problème des figures techniques, c'est qu'on a l'impression que on a toujours deux discours il y a quelque chose de concret parce que finalement, tracer une droite, tracer un support, c'est la conséquence de ce qui s'est passé sur le prix. Et de l'autre, on a des discours qui disent que c'est plutôt des figures autoréalisatrices. C'est parce que justement, il y a une tout le monde a le même niveau de que connaissance. tout le monde voit la même chose. Donc, il y a un biais psychologique qui fait qu'on se retrouve un peu l'esprit mouton où dès que ça casse, tout le monde dit ça casse. Et du coup, on rentre sur les marchés. Ouais, mais justement, mais par exemple, un truc tout bête. Moi, c'est un truc que je dis souvent en appel quand je suis avec des futurs élèves au téléphone. Je leur dis, après, faut pas oublier, c'est que les marchés, c'est la psychologie. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir aujourd'hui si tu traces un support, une résistance, on appelle ça les supports résistance institutionnels. C'est celle avec les chiffres ronds. Parce qu'en fait, les gens, quand ils vont demander à leur courtier, à leur banquier, etc., quand ils veulent acheter une action ou vendre, ils vont faire quoi? Ils vont donner un chiffre rond. Donc du coup, quand tu regardes le carnet d'ordre, toi qui utilises le volume profile, tu vois littéralement que sur des chiffres ronds, les gens, tout de suite, ils sont achats ou vendeurs. Il n'y a qu'à voir. Moi, je suis le premier qui est complètement fucked up là-dessus. Quand je vais mettre le plein dans la voiture, j'aime bien que ce soit un chiffre rond. Mais les marchés, c'est pareil. C'est pareil. Donc, on le voit, hein. Moi j'utilise beaucoup les chiffres ronds dans mon trading. Ouais. Et effectivement, quand tu es sur du S&P et qu'il y a une centaine qui arrive, il y a une réaction du prix. Ouais. C'est très psychologique pour le coup. Ouais. Même Ouais, pareil sur les le DAX 25, on voit aussi un peu des réactions sur les 25. Ça peut se faire, ça peut se faire. Nasdaq tous les 50, ça peut aussi jouer pas mal. Beaucoup sur le DAX, moi. À l'époque, je tradais beaucoup le DAX, ce qui s'appelle les CR, donc chiffres ronds, c'est de niveau psychologique. Et tu as 100% raison, c'est énormément de psychologie lorsqu'on parle de trading. Et je trouve qu'il y a un type d'analyse qui est assez négligé, c'est l'analyse comportementale, les sentiments clients, savoir où sont positionnés, où il y a de l'intérêt, notamment sur les cryptos. Pour les plus jeunes, je passais pour un bion en disant ça, mais moi je fais pas beaucoup de crypto. Mais par exemple, sur les cryptos, sur le Bitcoin, sur l'Ether ou d'autres cryptos, on voit s'il y a de l'intérêt ou pas. Donc c'est pas forcément du coup l'analyse graphique technique, mais c'est juste sentimental, comportemental. Quelle va être la pensée des masses? Et aujourd'hui, il y a des algorithmes, il y a des outils qui analysent qu'il y a sur X, anciennement Twitter, pour voir justement quel est l'intérêt sur tel ou tel produit. Et ça peut donner des indications hyper intéressantes, ou même parfois sur le Forex, faire l'inverse de ce que vont faire une grande partie de traders particuliers, qu'on peut qualifier selon différents critères. Et ça, c'est hyper puissant avec l'intelligence artificielle qui arrive. On peut mettre en place toute une combinaison de data avec l'analyse comportementale. Et moi, je mets énormément d'importance dans l'analyse comportementale, de plus en plus, par rapport aux fondamentaux, où il y a aussi beaucoup de pièges en réalité. Et le technique, effectivement, ça inclut le prix. Le problème du technique, c'est que sur des unités de temps trop courtes, seul, pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est mon avis. Il faut avoir les volumes et vraiment comprendre ce qui se passe en temps réel, parce qu'il y en a qui vont trader en 1 minute, même en 5 minutes en réalité, sur des marchés, et d'un broker à l'autre, déjà peut-être qu'on va pas voir exactement la même bougie, donc finalement la psychologie de la bougie en fonction du broker sur lequel vous êtes ne va pas vous donner les mêmes indications. Par contre, si par exemple vous tradez avec du footprint, vous allez voir le volume entre acheteur et vendeur échanger à un moment T, et donc vous allez savoir qui a réellement la main. Et donc quand on a justement une cassure, par exemple, n'importe quoi, de support, de résistance, de range, peu importe, avec le footprint, on peut anticiper, entre guillemets encore une fois, il faut quand même faire attention, si ça va être une fausse cassure ou une réintégration. Et ça donne quand même... ça aide énormément pour pas se faire piéger, quoi. Ouais. J'en profite de faire la transition justement pour parler de trading et investissement à long terme. Moi, j'ai vraiment cette conviction que l'avantage des prop firms, c'est qu'on peut donc générer de l'argent et en faire levier pour investir sur du long terme. Donc, il y a vraiment une complémentarité des deux. C'est pas le même style du tout d'investissement. Qu'est-ce que vous pensez justement à la fois de cette complémentarité? Est-ce que pour vous, ça va ensemble? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être qu'au final, il faut choisir un de ces deux? Parce qu'on est quand même sur deux disciplines différentes qui ne demandent pas nécessairement le même temps de préparation, d'entraînement, d'apprentissage. C'est quoi votre avis là-dessus? Moi, je vais... Allez, tu veux que je commence? Allez, vas-y, rapidement. On te laissera le professionnel. Non, en réalité, je pense que déjà, il y a une chose très claire et nette. Investissement en bourse, c'est obligatoire. Obligatoire, mais pour tout le monde. Que vous soyez employé de banque, que vous soyez chauffeur VTC, peu importe, boulanger, vous devez investir en bourse, que vous n'allez pas avoir de retraite pour ceux qui sont en France. Ça peut paraître dingue de dire ça, ou si vous avez une retraite, elle sera très très faible, et surtout vous allez partir à la retraite beaucoup plus tard. Tu me donnais des chiffres hier à Dubaï sur le nombre de personnes qui vont justement cotiser
pour ceux qui ne travaillent plus. Les chiffres je complète du coup. Complète, hein, juste quand le chômage a été créé en France après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il n'y a que 1,8 actifs pour un retraité. Donc le modèle, on sent bien qu'il se casse la figure. C'est en quelque sorte, on peut le dire entre de grands guillemets, un Ponzi géant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va devoir partir sur des modèles un peu différents, comme on peut avoir en Suisse, dans une moindre mesure, ou aux États-Unis ou ailleurs. Ça veut dire investir en bourse pour se constituer à sa retraite. Ça ne veut pas dire devenir riche, devenir millionnaire du jour au lendemain avec la bourse. Juste battre l'inflation et penser à son avenir. Et ça, moi, je le fais déjà depuis très longtemps avec des ETF. J'investis tous les mois une certaine somme, typiquement dans le SP500, dans d'autres produits, sans que ça soit évidemment du conseil en investissement. Vous faites vos recherches par vous-même. Mais ça, c'est accessible à tout le monde, et d'autant plus avec, tu vois, tous les néo-brokers qui sont arrivés. Il y en a plein, je ne vais pas forcément les citer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez investir hyper facilement. Et on ne parle pas de trading. C'est accessible à tout le monde et vous pouvez être vraiment diversifié en une seule ligne ou peut-être en 2-3 lignes. Donc, hyper important pour tout le monde. En revanche, le trading, soit propre firme, day trading, scalping, pour moi, on doit avoir un minimum de passion, et c'est quand on est un peu plus entrepreneur qu'on veut chercher à faire, entre guillemets, beaucoup plus d'argent. Et pour ça, il faut être bon. Et c'est un métier, ça s'apprend. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Or, l'investissement en bourse, je vais presque dire que ça peut se faire du jour au lendemain. Sur de l'ETF, du DCA, c'est pas plus compliqué que ça. Si on est un minimum intelligent, on se forme un minimum et on peut passer à l'action. C'est hyper simple pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Alors, le trading ou même autres compétences en domaine, pour moi, c'est toujours important d'avoir une première compétence pour faire du cash. Et c'est pour ça qu'après, une fois qu'on sort ce cash, il faut savoir le réinvestir, donc dans l'investissement. Donc ça peut être le trading ou d'autres domaines, d'autres compétences, encore une fois, peuvent être un super levier pour pouvoir permettre de faire ça. Et ce qui est intéressant quand on fait aussi de l'investissement et qu'on sait un petit peu analyser, trader, c'est qu'on peut un petit peu optimiser nos rendements et aller ou attendre et chercher des zones un peu plus grosses, par exemple des zones monthly ou des zones weekly, daily. Et quand on arrive sur ces zones, si vous faites de la DCA par exemple classique, vous pouvez passer un petit peu en DCA dynamique. Encore une fois, c'est pas un conseil. Et quand vous êtes sur des grosses zones qui risquent de réagir, vous pouvez rentrer beaucoup plus fort qu'en temps normal, et ça peut du coup améliorer très grandement vos performances de faire comme ça. Si vous n'êtes pas trader et que vous savez pas du tout analyser un graphique, ça va être plus compliqué. Donc je pense que les deux sont plus compliqués. Ouais, si tu fais ça, ça veut dire qu'à un moment donné à un autre, tu as de l'argent qui dort, qui fait strictement rien. C'est-à-dire si à un moment donné tu vas investir beaucoup plus parce que le prix est plus bas, ça suppose que tu as de l'argent en poche pour investir beaucoup plus. Une sorte de bankroll que tu aurais effectivement. Oui, et celui-ci travaille pas du coup à un moment donné à un autre. En fait, si j'investis, je sais pas, 50 pourrais euros, avec des taux d'intérêt. Une stratégie avec effectivement des obligations très court terme, que tu peux alors des toutes petites cryptos stackées par. Enfin, je dis n'importe quoi, mais toi justement, c'est le cœur de ton approche, c'est plutôt du DCA dynamique. Je te laisse déjà de définir c'est quoi le DCA, peut-être pour ceux qui comprennent pas. Le DCA, c'est le dollar cost average, ce qui veut dire simplement d'investir une somme régulière avec une récurrence donnée, que ce soit mensuellement, hebdomadairement, etc. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu me dis. Alors moi, ma méthode aujourd'hui, elle est pour être transparent. Déjà, première chose, j'augmenterai d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent, vraiment le conseil que j'en ai tout de suite, c'est vous prenez soit un petit document Excel, vous ouvrez, c'est rapide à faire, ou une feuille, vous marquez toutes vos charges, vous optimisez. Déjà, en moyenne, pour mes élèves dans l'école, on économise 500 € par an, juste en modifiant 2-3 choses. On commence par ça. Ensuite, tu ouvres un PEA, un compte titre. Franchement, on peut le faire sur Trade Republic, sur Bourse Direct, sur Bourse aux banques. Aujourd'hui, même depuis un téléphone, comme tu l'as dit, on peut le faire d'une manière comme ça, en un claquement de doigts. Ensuite, tu investis dans des ETF, que ce soit CAC 40, Eurostoxx, S&P, Nasdaq. Faites vos choix aujourd'hui, il y a énormément de choses. Vous faites ça, déjà, c'est incroyable. Vous pouvez, si jamais en plus vous vous diversifiez là-dedans, en automatisation, vous mettez un peu sur de l'action, un peu sur de l'obligation, matière première, crypto, terminado. Mais comme tu l'as dit, pour moi, c'est une nécessité. Quand on voit entre la retraite qu'on a pu l'évoquer, de toute façon c'est factuel, 1,8 contre 4 pour payer une retraite qui est que 1,8 actif, déjà c'est une nécessité pour soi. Deuxième chose, avec une inflation à 4% par an depuis plus de 10 ans, un livret A qui a même pas 2,75, déjà on a compris. Bon, déjà, deuxième obligation. Troisième chose, les gens ils prennent des assurances vie, ils ont même pas de gamin. Il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Je suis désolé, non mais ça me rend fou. C'est pour la transmission la base d'assurance vie. Mais oui, là l'intérêt peut être là-dedans, tu vois. Et c'est vrai que je suis en train de monter en pression, il y a tout le monde qui le voit. Mais parce que je travaille également à côté dans le milieu de l'assurance vie, je vois le nombre de choses qui se passent, pour moi c'est assez désastreux. Mais quoi qu'il en soit, vraiment de faire ça tous les mois,
En fait, vous mettez ne serait-ce 10% de ce que vous gagnez, déjà, c'est incroyable. Donc ça, vous pouvez l'automatiser. Par exemple, moi, je suis pas affilié Trade Republic ou autre, mais on peut acheter de manière automatique tous les mois une somme donnée. On n'a rien à faire, rien. Donc déjà, on oublie les émotions, enrayé. Moi, je fais aujourd'hui moi, je mets à peu près 1200 € par mois, tu vois, en bourse tous les mois, de manière régulière. Bah, j'ai 50% qui part sur cette stratégie-là. Là, les autres 50%, effectivement, là, je vais faire du stock picking par l'analyse technique où je vais faire la continuation de marché. C'est-à-dire que je vais, sur une tendance haussière, sur une action qui est en tendance haussière, donc je vous mettrai en weekly sur TradingView, vous voyez que c'est en tendance haussière, premier signal. Deuxième signal, je vais mettre mes grosses résistances support et je vais acheter sur des rebonds de support ou des fractures de résistance. Terminado. Et c'est comme ça que je fais 34% de rentabilité sur 2024. Et en moyenne, c'est à peu près 15% par an. Et tu restes combien de temps en position? En position, c'est entre plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc c'est pour ça que l'analyse technique, dans ce cas de figure graphique, pour être Bah, c'est ça. précis, fonctionne bien. Et ce qui est incroyable, c'est parce qu'en gros, tous les mois, moi j'ai 1200 € qui tombent sur Trade Republic. Donc j'ai 50% qui vont partir sur des ETF et 50% où en fait ça va rester sur le compte espèce. Mais Trade Republic, en plus, te donne des intérêts au taux de la banque J'espère centrale. que tu as un lien d'affiliation quand même. J'ai aucun lien d'affiliation. Mathias Bachino, ça il s'appelle. Ouais, Mathias Bacchino. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que Contactez-le. toutes les banques, ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin de la journée, le compte courant de leurs clients, il est investi à la Banque Centrale Européenne. C'est la banque des banques. C'est ceux qui font la plus beau temps, qui gèrent les taux directeurs, etc. Les banquiers récupèrent la rémunération au taux de la Banque Centrale. Et nous, évidemment, en tant que particulier, on a Walou, hein, que les choses soient claires. Trade Republic, ils te les redonnent. Et c'est non pas de calculer sur des quinzaines comme le livret A, c'est calculé au jour par jour. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as ta bankroll, mais même si c'est pas investi, tu gagnes des intérêts. Alors aujourd'hui, je crois que c'est 3% brut. Donc là, dans sa stratégie de DCA dynamique, ça Ouais. peut être intéressant. Et c'est exactement ce que je fais, puisqu'en fait, je fais pas du DCA dynamique, mais je sais que sur mes 1200 €, j'ai 600 € qui va être dédié sur du stock picking, mais c'est pas moi qui vais l'acheter de manière volontaire tout de suite. C'est qu'en gros, TradingView, j'ai mes analyses. Si ça sonne, bah, en fait, il va me dire d'acheter machin ou d'acheter ça. Mais sinon, ça peut être comme tonton Warren Buffett. J'ai du cash qui est investi, enfin qui est pas investi, qui attend entre guillemets les signaux que je lui ai donnés. Et c'est comme ça, parce que en fait, il y a des gens qui vont dire mais pourquoi tu investis pas? Parce que sous prétexte que, bah en fait, s'il n'y a rien à faire, il y a rien à faire. Des fois, ne rien faire, c'est la meilleure chose. Ça veut pas dire qu'il faut pas que vous investissiez, mais c'est que vous ayez votre bankroll qui soit prêt pour renforcer dans des moments de marché. Et c'est, si jamais, pour vous déjà c'est un peu trop compliqué, pour quelqu'un qui fait du trading, quelqu'un dans ton école, toi Faustin, toi Ibra ou même toi Hugo, pour moi c'est simple comme bonjour. Parce que, bon, et même si on n'est pas trader, juste vous faites ouvrir un PEA, un compte titre, vous mettez du DCA, vous avez tout compris. C'est Encore obligatoire une fois, déjà. ça prend effectivement, ça prend quelques minutes d'ouvrir un compte. Et puis surtout c'est c'est fini. obligatoire parce qu'encore une fois, 10%, 13% moyenne sur le S&P annuel, sur 20 ans, Ouais, 9, ça 10, change ouais. une vie. Ouais. Sur 20 ans, ça change une vie. C'est incroyable, hein. Sur 30-40 ans, ça change même une génération. Donc il y a une obligation quelque part. Aux États-Unis, ils ont une éducation financière aux States qui est incroyable. Nous, avec maintenant les chaînes YouTube, ça commence à arriver, Ouais. mais c'est primordial. Mais Investir, effectivement, c'est obligatoire. Bah Mais oui. le problème, c'est vrai que la plupart des gens que moi je peux avoir encore une fois au téléphone ou avec mes élèves au début, c'est qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Mais je leur dis, mais les gars, vous perdez de l'argent en ne faisant rien. C'est-à-dire qu'on a 100% de chance de perdre de l'argent en le laissant sur un livret A. Ils ont fait une étude qui disait que quand tu achètes une action à Mundi World, par exemple, une part de l'action, tu as à peu près 60 et quelques % de chance de gain passé la première année. Tu passes à 100% passé les 10 ans. Donc si tu as un horizon d'investissement qui dépasse les 10 ans, ceci n'est pas un conseil en investissement, eh ben, tu as 100% de chance de gain passer les 10 Ça, ans. c'est si on part du postulat, effectivement, que les indices vont conserver cette direction-là. Et en plus, Ils ont été créés pour Mais à la monter base, aussi. ils ont été créés pour ça, Un oui. indice est fait pour monter, puisque la 500e entreprise Exactement. est la plus rentable, elle se fait remplacer Exactement. par la Et ça, 107e. mais- Exactement. je vais juste Exactement. finir là-dessus, et ça c'est c'est si tenté que vous fassiez uniquement du lump sum, c'est-à-dire de faire un investissement one shot. Si vous couplez ça avec du DCA, ce qui est intéressant avec le DCA, c'est que tantôt vous allez acheter effectivement au plus haut, ça peut arriver, on n'est pas Madame Irma, on peut pas savoir quand est-ce que vous êtes vraiment au plus haut ou au plus bas. Mais tantôt vous êtes un peu en bas, tantôt un peu plus bas encore, et en fait, quand vous regardez, vous pouvez faire même plus de profit comme ça plutôt que de faire de l'investissement one shot, et tu diversifies ton risque, et c'est tout bénéfique. Juste une dernière chose extrêmement rapidement, au niveau du DCA, les gens ont tendance à oublier le DCA à la sortie. C'est-à-dire, ils font le DCA à l'entrée, on rentre tous les mois, mais il faut aussi le faire à la sortie, parce qu'on C'est ne sait vrai. pas si on sort au bon moment ou pas. Si Exactement. on liquide son portefeuille en une seule fois, Exact. et au mauvais prix, c'est un peu mal. Même par rapport à sa saison de vie, c'est-à-dire est-ce qu'on est jeune, moins jeune, à la retraite.
la gestion du portefeuille n'est pas la même chose. Non. Il y a moins d'intérêt d'aller acheter des obligations quand tu es jeune. Par contre, il y en a un grand quand tu passes à la retraite pour justement lisser derrière la volatilité. Mais c'est vrai que d'ailleurs, il y a une règle qui est souvent donnée. Alors, j'ai plus exactement. Hop, je suis désolé. Il y a une règle qui est souvent donnée, c'est d'investir son âge en répartition en obligations. C'est-à-dire que vous avez 20 ans, vous prenez 20% d'obligations. Vous avez 30 ans, vous prenez 30. Donc, plus vous avancez dans l'âge et vous rapprochez de la retraite, et moins vous vous exposez au marché de l'action. C'est une règle qui se dit. Encore une fois, c'est pas un conseil, mais c'est des bonnes pratiques, et c'est d'ailleurs ce que font les grands assureurs en général quand ils voient leurs clients, quand ils sont en gestion pilotée ou autre, on voit qu'ils sont en train de réduire progressivement leurs expositions. Et bah sur ce, on va s'arrêter là. C'était un très très bon podcast. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'au bout de celui-ci. Vous retrouverez vos différentes chaînes en bas dans la description. Et puis on se retrouve pour un prochain numéro. Merci, à Ebra. tout le monde. Merci Ebra.